Vous êtes sur Kavi TV, bonsoir et bienvenue dans cette édition, la dernière de cette année 2023, l'année de tous les défis et de tous les enjeux, de toutes les épreuves et aussi des bras de fer. Fatoumata Kane, bonsoir. Bonsoir Abdallah Kamara, bonsoir à ces nombreux téléspectateurs qui pendant les moments tumultueux et les jours d'espoir nous sont restés fidèles, déroulant et disséquant l'actualité avec nous. 2023 aura été une année arborant des couleurs aussi étincelantes et rassurantes que renversantes. Une année où l'espoir à l'horizon semblait à portée de main mais restait inaccessible. L'année qui s'écoule aura aussi pris les plis de ces instants d'errance où l'espérance frétille, fragilisée par des événements douloureux inattendus à l'image de la scène apocalyptique de l'incendie du dépôt de carburant de Kaloum. 2023 restera aussi une période témoin d'une gestion parfois approximative de la chose publique, même si le CNRD maintient son refrain de refondation et bande ses biceps pour garder le cap de la rectification. En effet, le pays affiche des rimes à zébrures sombres, souvent sujets à controverse. Des lueurs d'espoir, juste les précipices. On annonce un pays en chantier. Cependant, les acteurs sociopolitiques sont déboussolés, désarçonnés, des entrepreneurs éreintés par l'attente interminable du déboursement d'une dette intérieure que l'État rechigne à payer. En dépit du ronronnement ininterrompu des machines et des caterpillars sur d'immenses chantiers, il est difficile de soutenir que le pari de 2023 a été gagné, tant ont été considérables et ombrageuses les embûches et les incompréhensions entre les acteurs de la vie nationale. Les questions sans réponse, les supputations et les spéculations ont été l'avenant de cette année qui s'écoule. Sous un rideau de nuages à remontrance, le régime militaire s'est illustré comme Héraclite qui pleure sur le flux du devenir. De la politique à l'économie en passant par des sujets de développement, de grands événements et le sport, révisitons la tanière d'une année qui sera une de plus dans notre histoire, mais qui aura cette particularité de nous donner le sentiment de nous faire porter une corbeille d'incertitude. 2023 aura secoué la jambe dans sa gestion cavalière. Elle aura endeuillé les enfants du pays surpris dans leur sommeil par les lames d'une gigantesque flamme qui pourtant aurait pu être évitée. Une flamme surgit des entrailles du dépôt de carburant de Corenty. Toutefois, tout n'est pas que scepticisme ou pessimisme. Des grains d'espoir ont été sémés, notamment dans le domaine du développement, de la promotion de la jeunesse et de l'emploi, même si ce ne sont encore là que des projets à l'état embryonnaire. Mais la Guinée, à chaque réveil, renoue avec l'espoir. C'est ça la Guinée de septembre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale qui vous replonge dans la petite histoire des faits qui ont caractérisé l'année 2023, les grands chantiers et les ratés des départements les plus stratégiques pour le développement. 2023 a été le top départ des 24 mois de transition en République de Guinée. Cela 2 ans après le coup d'État du 5 septembre 2021. Les faits politiques majeurs de cette année vont de la publication du montant à mobiliser pour la mise en œuvre du chronogramme de la transition à la restructuration de certaines coalitions politiques, aux menaces de retrait, d'agrément et de rejet de candidature des leaders politiques. Fatoumata Kane. Des agissements qui de facto collent à la jambe de velléité de confisquer le pouvoir. Ainsi, 2023 laisse place à une nouvelle année, mais ultime pour une classe politique hargneuse dont les yeux sont rivés sur les prochains 12 mois devant mettre un terme à la transition. Amara Bangoura nous retrace l'effet d'une année d'espoir avorté et d'ego invaincu. L'an 2023 marque le top départ du chronogramme de la transition et reste politiquement tumultueux. Tout d'abord, l'année s'amorce avec l'engagement de la junte de rendre le pouvoir civil 24 mois plus tard selon un accord dit dynamique signé avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sous le prisme de 10 activités à dérouler. L'exécution de ces étapes se heurtera quelques mois après à un problème de financement dont le montant se chiffre à plus de 600 millions de dollars. La mobilisation de ce fonds pose un véritable souci auprès des partenaires techniques et financiers.
Au mois d'août dernier, soit 8 mois depuis le top départ, le Premier ministre annonçait parvenir à ne mobiliser que 40 millions de dollars, mais sans aucune lisibilité, dénonce l'opposition. Cette manne financière est perçue par une bonne partie d'acteurs opposés à la gestion de la junte comme une arnaque à l'image du Front national pour la défense de la Constitution dissous. Car pour eux, il est impératif de raboter ce chronogramme de manière à pouvoir éviter un glissement de calendrier pendant que le gouvernement invitait la CEDEAO à sortir des menaces et à honorer ses engagements. 2023 aura été une année de promesses manquées pour rapprocher les acteurs sociopolitiques autour du cadre de dialogue inclusif pour donner une orientation consensuelle à la conduite de la transition. L'ANAD de Mamadou Cellou Dalein Diallo, le RPG d'Alpha Condé et le FNDC qui reprochent à la junte la volonté de confisquer le pouvoir restent des blocs opposés au terme et au format avec lequel se tient le cadre déjà existant, alors que les acteurs prenant part continuent à tendre la main, mais pas question de formater ou d'annihiler. Le retour de ces blocs à ce cadre a été soumis à plusieurs préalables, dont la libération des prisonniers dits politiques. Arrêtés et conduits à la maison centrale à marge de la manifestation du 28 juillet 2022, le 11 mai 2023, Founike Manga et Ibrahim Diallo furent libérés pour être jugés sous l'implication des leaders religieux pour désamorcer la crise. 2023 aura été l'année de l'explosion de certaines coalitions politiques, en témoigne l'ANAD. 8 des partis politiques ont quitté le navire au profit d'un autre créé par la suite, mais accusé d'être proche du palais Mohamed V. Elle est perçue aussi comme une année de front avec les partis politiques. D'abord, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui annonce début juillet que 92 sur les 187 formations politiques n'étaient pas en règle, pourtant agréées. Mori Condé a menacé de retirer l'agrément à tout leader qui appellerait à une manifestation de rue, alors qu'interdite. L'autre menace est le rejet de la candidature des responsables des partis politiques dont les mandats sont expirés et qui refuseraient d'organiser des congrès conformément aux statuts et règlements régissant les entités politiques. Un avertissement vu sous l'angle de velléité pour éliminer de potentiels candidats aux prochaines joutes électorales. 2024 s'annonce décisive avec un défi pour la junte d'honorer ses engagements, de rendre le pouvoir aux civils dans 12 mois et éviter un glissement de calendrier. Le CNRD réussira-t-il ce pari? En tout cas, ses opposants qui lui prêtent l'intention de vouloir achever le mandat de celui qui l'a renversé en doute fort. Dans le secteur de l'économie, quelques avancées significatives sont à signaler, bien que beaucoup reste encore à faire. En 2023, le CNRD a su maîtriser la politique de réforme à long terme en améliorant les projections macroéconomiques avec l'augmentation de la dépense publique. Autre fait à signaler, c'est la dette intérieure qui fragilise des entreprises en Guinée. Cela est dû au retard dans le paiement des emprunts contractés auprès de ces entreprises par l'État guinéen. Le pays est encore à 44% du PIB. Plus de 40% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Dans les marchés de Conakry, commerçants et consommateurs se plaignent encore de la cherté des denrées de première nécessité, est devenue insupportable pour tous. Pour en savoir plus, suivez cet élément de reportage de Mama Aïssa Tatawel Kamara. Sur le plan économique, l'année qui s'achève aura été marquée par la croissance du PIB qui est passée à 4,8% contre 4,4% tiré de la production minière. L'inflation, elle, a baissé de 12,2% contre 12,6% en 2022. En 2023, les finances publiques se sont nettement améliorées avec un déficit global en baisse de 1,3% du PIB contre 1,7% du PIB l'année dernière. En dépit de la guerre en Ukraine et de l'incertitude politique qui plane, le taux de croissance est resté stable à 4,3%. Un taux soutenu principalement par la production d'or et de bauxite. Toujours en 2023, avec l'augmentation de la capacité de production dans le secteur extractif, l'investissement continue.
Avec la demande de bauxite chinoise, le taux de croissance devrait enregistrer un rebond de 5,6% selon le Fonds monétaire international. À en croire certaines études, les ressources de la Guinée reposent sur 3 secteurs économiques, à savoir les mines qui représentent 26% du PIB, l'agriculture 20% et les 54% restent partagés entre les autres secteurs. Le domaine de l'agriculture a à son tour connu assez d'améliorations. En octobre dernier, la Guinée a bénéficié d'une exemption de la part des autorités indiennes à l'issue d'une plaidoirie du ministère du Commerce pour l'octroi de 850 000 tonnes de riz afin d'assurer la sécurité alimentaire en Guinée. En 2023, les variables macroéconomiques ont pu être maîtrisées par les nouvelles autorités guinéennes. Malgré ces atouts, les indicateurs socio-économiques de la Guinée demeurent toujours faibles. Selon des économistes, la Guinée ne bénéficie que 10% des ressources tirées de son sous-sol. Dans la loi de finances rectificative 2023, la charge financière de la dette est révisée à 1063,20 milliards de francs guinéens contre une prévision initiale de 1245 milliards, soit une diminution de 181,80 milliards due essentiellement à l'appréciation du franc guinéen par rapport aux devises étrangères. Dans son rapport d'analyse de la loi de finances rectificative 2023, le Conseil national de la transition a révélé un faible niveau d'exécution de la dette intérieure. En effet, malgré la liquidation à date de 722 milliards sur 1000 milliards prévus en loi de finances initiale 2023 par la Direction nationale de la dette, le Trésor n'a pu effectivement payer que 355 milliards. De surcroît, le projet de budget soumis à leur appréciation projetait une diminution des 1000 milliards de la loi de finances initiale. Et vu le caractère exigible de cette dépense et son utilité pour l'économie nationale, le Conseil national de la transition, après avis favorable du ministère du Budget, a rehaussé sa prévision de 500 milliards et invité par ailleurs le gouvernement à procéder à son apurement total. Au mois de juillet dernier, la ministre du Commerce avait annoncé l'interdiction de l'exportation de certaines denrées alimentaires de première nécessité, notamment l'oignon, le riz et le piment. Mais cette décision n'aura occasionné que l'augmentation des prix des denrées dans les marchés de Conakry. Le taux de pauvreté n'a toujours pas baissé. 44% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté selon des économistes. Les chiffres de prévision du budget de 2024 sont plus ou moins satisfaisants selon certains économistes, mais pas exempts de menaces, à savoir les chocs négatifs des exportations, stocks d'arriérés intérieurs non payés. Ils demandent aux autorités d'agir face à ces problématiques et de mettre en place une politique minière afin que la rente dégagée dans le secteur minier puisse financer le développement du pays. Dans le domaine de la justice, c'est plutôt une année très chargée avec plusieurs dossiers judiciaires devant les cours et tribunaux, mais également des remous au sein de l'appareil judiciaire. Justice, boussole de la transition 2023 n'aura pas atteint cet objectif. Le débrayage des magistrats et les prises de bec entre acteurs de la justice sont des exemples concrets d'un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Mais certaines actions menées cette année sont à saluer en dépit de tous les dysfonctionnements. On peut citer entre autres la lutte contre la corruption, le détournement, l'enrichissement illicite et le blanchiment des capitaux. La rétrospective, c'est avec Ansbel de Baldé. En 2023, le secteur de la justice a été marqué principalement par le débrayage des magistrats à travers l'Association des magistrats de Guinée. C'était au mois de septembre. Ces acteurs de l'appareil judiciaire étaient en bras de fer avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Tout est parti dans ce conflit d'une suspension du magistrat C. Avigami du tribunal de première instance de l'Abbé et du substitut du procureur de la même juridiction par Alphonse Salroit pour, dit-il, insuffisance professionnelle. La grève qui a duré plus de mois a connu la paralysie des activités dans les cours et tribunaux du pays. Les réclamations des magistrats étaient entre autres la levée des suspensions infligées aux magistrats et l'arrêt de l'immixtion des autorités dans les affaires judiciaires. Le tout pour une indépendance des magistrats. Cette situation a suscité beaucoup de réactions au sein de l'opinion publique guinéenne de voir les magistrats réclamer leur indépendance.
À la suite de cette crise, c'est aussi la colère du barreau de Guinée qui s'est invitée dans la danse. Pendant 2 semaines, les avocats ont cessé toute activité dans les cours et tribunaux pour dénoncer l'attitude du procureur du tribunal de première instance de Koya, Almami Sékou Camara, qui avait donné un coup à l'avocat Maître Fassine Silla au sortir d'une audience judiciaire. Autre fait marquant cette année, c'est la comparution du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme par devant le tribunal de première instance de Dixine suite à une plainte des responsables du Front National pour la Défense de la Constitution FNDC. Oumar Silla, alias Fonike Mengue, et ses collègues accusaient Alphonse Swalroit de faits de dénonciation calomnieuse, injures publiques, violences et voies de fait. En 2023, à la CRIEF, cours de répression des infractions économiques et financières, des dossiers judiciaires très brûlants ont été au rendez-vous. Surtout, les affaires des anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé, Kassori Fofana, qui n'a pu être dans la salle d'audience pour des raisons de santé, ce malgré les multiples programmations de son dossier. Dans leur volonté et leur détermination à lutter contre la corruption, les autorités de la transition ne visent pas que les anciens dignitaires. En octobre 2023, 34 directeurs des affaires financières des différents départements ministériels ont été interdits de sortir de la Guinée par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Ali Touré a enclenché cette procédure judiciaire suite à une dénonciation faite à cet effet. Dans le même cadre, c'est l'ex-ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mamadou Pété Diallo, qui a été traduit à la CRIEF pour des faits présumés de corruption après son limogeage par le président de la transition. Pour le procès des événements du 28 septembre 2009 qui suit son cours normal au tribunal criminel de Dixine, on note la comparution de la centaine de victimes et présentement de la quarantaine de témoins. 2023 s'en va donc avec une note d'espoir de voir la justice recouvrer son indépendance comme l'a réclamé l'Association des magistrats de Guinée pour mieux servir les justiciables en 2024 qui arrivent et pour les années futures. Dans le cadre de la refondation de l'État, les autorités de la transition ont mis les bouchées doubles cette année. De nombreux chantiers ont été ouverts un peu partout dans le pays afin d'amorcer un véritable développement. C'est le cas en particulier des infrastructures routières. Le CNRD, sur ce point, n'a pas lésiné sur les moyens. La volonté affichée de boucler les projets qui traînaient le pas à la réalisation de nouveaux projets routiers. Les autorités militaires sont bien en train de réussir ce pari. Conakry en est une parfaite illustration. La refondation a-t-elle joué son rôle dans la réalisation des infrastructures routières en Guinée? Selon la place à ce condensé réalisé par Salimatou Diallo. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD mise sur les infrastructures socio-économiques pour améliorer le niveau de vie des Guinéens et booster la croissance économique du pays. En 2022, lors de la présentation de son projet de budget 2023, le département que dirige le ministre Gandobari avait soumis aux conseillers nationaux de la transition un budget qui s'élève à plus de 4 000 milliards de francs guinéens, dont plus de 1 000 milliards en ressources propres pour l'année 2023. De certaines voiries urbaines de la capitale Conakry aux routes nationales, de nombreuses réalisations ont été faites. Suivant la même dynamique et devant aider à réduire l'engorgement de la circulation à Conakry et environ, l'acheminement de certains échangeurs dans la capitale ont été réalisés, notamment celui de Kagbeleng, inauguré cette année. Les travaux du pont de péage de Tanene, long de 126 mètres, qui s'élève à 269 milliards de francs guinéens, de l'échangeur de kilomètre 36, qui attend quelques travaux de finition pour être totalement opérationnel, et celui de Bambito, dont le financement est à hauteur de 246 millions de dollars pour une durée de 3 mois, sont impatiemment attendus par la population. Sur les voiries urbaines de la ville, des routes secondaires ont été réalisées sur les grands axes routiers, notamment le centre administratif de Kaloum, en passant par la commune de Matam, Dixine, Matoto et Ratouma. Des initiatives qui réjouissent à plus d'un les usagers.
Une véritable course contre la montre est lancée pour doter le pays d'ouvrages de franchissement modernes, sécurisés et adaptés aux défis du moment. Dans une dizaine de villes de l'intérieur du pays, des travaux de bitumage des voiries urbaines sont entamés. Il s'agit de Gawal 10 km, Massanta 11,2 km, Yomu 11 km, Koubia 9,3 km, Kirwani 11,3 km, Mali 17,1 km, Tougué 15 km, Koundara 8,3 km, Dabola 8,5 km, Kindia 8,5 km et ensuite Labé 15 km. Cependant, le constat n'est pas rose. Dans la capitale, tout comme à l'intérieur du pays, nombreuses sont ces voiries qui restent de nos jours dans un état piteux. De la boue par-ci, des nids de poules par-là, les citoyens qui pratiquent ces routes sont confrontés à de sérieuses difficultés. Compte tenu de la situation, chacun y va de ses commentaires en formulant des recommandations au département chargé des infrastructures et des travaux publics. À date, plus de 2000 km de routes ont été bitumées. Parmi ces défis réalisés figure la route nationale numéro 4 Koya-Farmorea, frontière Sierra Leone, la route nationale numéro 1 Dabola Sizela-Kouroussa, la route Koya-Mamoun-Dabola en phase de finition et la route Gekedu-Koundebado. Parmi les projets en perspective pour l'année 2024, le ministère de l'Infrastructure et des Travaux publics prévoit la réalisation d'un certain nombre de projets, parmi lesquels la route 2x2 de Hamdallah-Sonfonia de 19 km, le bitumage de la voirie de 11 villes à l'intérieur du pays et la nationale Labé-Mali. Également, une autoroute côtière est en étude et les travaux de rénovation de l'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré qui sont en cours. Pour la presse, l'année qui s'achève est la plus cinglante depuis la libéralisation des ondes en République de Guinée. Journalistes molestés, restrictions de sites internet, brouillage des ondes de radio et retrait de certaines chaînes de télé du bouquet Canal et Star Times, la presse a été à l'épreuve de la transition. Pour l'année 2023, le bilan du CNRD en matière de liberté de presse est très mitigé. Si, à son arrivée le 5 septembre, la junte a fait des actions salvatrices envers la presse, des médias et journalistes se sont vus menacés dans l'exercice de leur métier. Durant 365 jours passés, des sites d'information comme Guinée Matin, des radios et télévisions comme Espace, Yuma, Évasion et Film FM n'ont pas échappé à la restriction imposée par le régime de la transition. À tort ou à raison, le constat est alarmant. Cette année qui s'achève est un véritable recul pour la liberté d'expression et d'opinion. Le récit de Mamadou Tanouba. 2023, une année inoubliable pour la presse guinéenne dans son ensemble. Tout n'a pas été rose. La liberté de la presse a été mise à rude épreuve par les autorités de la transition. Les exactions ont touché tous les médias confondus dans l'exercice de leur profession. C'est le cas par exemple du groupe Dioma Media avec le brouillage de la radio suivi du retrait de la chaîne de télévision du bouquet Canal+. Le groupe Adafo Media et Film FM subissent le même sort actuellement. Quelques semaines auparavant, c'est le site d'information guinématin.com qui faisait face à une restriction d'accès pendant près de 2 mois sans aucune explication donnée par les autorités. Le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique est indexé comme principal responsable de cette atteinte à la liberté de la presse. Une marche organisée par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée le lundi 16 octobre est réprimée par les forces de sécurité à Kaloum. Le secrétaire général du SPPG, Sékou Jamal Pendessa, tire un bilan très proche de celui du régime d'Alpha Condé, mais avec une légère différence. Nous avons une formule très simple aujourd'hui. La gestion du CNRD sur la liberté de la presse est égale à la gestion d'Alpha Condé moins les prisons. Vous comprenez? Autrement dit, c'est seulement la prison qui les différencie. La haute autorité de la communication de Boubacar Yassine Diallo et ses conseillers, au lieu de jouer leur rôle de régulateur, sont beaucoup plus apparus sous le manteau de la répression contre les journalistes et les médias. Une démarche qui suscite des interrogations sur l'indépendance même de l'institution.
En matière de liberté de la presse, le pays occupe le 85e rang sur 180 au niveau mondial en 2023. À cette allure, le navire de la liberté de la presse fait face à une tempête qui menace de s'aimer un drame dans un secteur indispensable pour la réussite de la transition. Cette question à présent, qu'en est-il des efforts fournis pour l'accompagnement de la jeunesse? L'année 2023 a-t-elle été une force de propulsion pour la jeunesse? Pour mieux répondre à cette interrogation, je vous propose de suivre cette interview du directeur général du FONIJ, Fonds d'insertion des jeunes. Abdourahmane Baldé s'est prêté aux questions de Dina Boutiam. Le Fonds national pour l'insertion des jeunes est un établissement administratif, un établissement public à caractère administratif qui a été créé en 2010 et qui a la responsabilité d'insérer et de réinsérer les jeunes âgés de 15 à 35 ans en République de Guinée. Donc, le Fonds national pour l'insertion des jeunes pour l'année 2023 a reçu une lettre de mission de la part de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est notre chef de département de tutelle technique, dans laquelle lettre de mission, nous avions la responsabilité d'accompagner 200 micro-projets des jeunes et de former 1360 jeunes sur l'étendue du territoire national. Ce qui est à date atteint comme objectif. Au lieu de 200 jeunes financés, le FONIJ a accompagné 218 jeunes, ce qui est au-delà de 100%. Et au-delà des 1360 jeunes, nous avons accompagné 200 autres jeunes. Donc nous sommes autour de 1560 jeunes accompagnés à date techniquement sur l'étendue du territoire national. L'autre bilan, c'est la formation, le management interne, la formation des cadres. Nous avons, malheureusement, sur l'année 2023, nous avions un budget voté par le CNT à la loi des finances initiales qui s'élevait à 5 milliards 150 millions. Sur les 5 milliards 150 millions, nous avons mis tout ce qu'on pouvait mettre comme effort, mais nous n'avons pu encaisser que les 4 milliards jusque-là. Les 1 milliard 150 millions sont en cours. Et vous savez que c'est sur les 5 milliards 150 millions que nous devons prélever le fonctionnement du FONIJ. Mais il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui s'intéressent à des questions qui ne sont pas celles qui intéressent les jeunes réellement. Aujourd'hui, les jeunes, ce qui les intéresse vraiment, c'est qui va les accompagner techniquement et qui va les accompagner financièrement. Vous avez vu le contexte dans lequel nous vivons, un contexte caractérisé par un incendie qui a pratiquement tout brûlé au dépôt de carburant. Ça a fait des entreprises juvéniles qui ont fermé, qui actuellement ne peuvent pas ouvrir parce qu'il y a eu beaucoup de bâtiments à Kaloum qui ont été touchés. Ça a fait beaucoup de jeunes en situation de chômage qu'il faut réinsérer, bien entendu, sans compter les autres jeunes diplômés d'université et diplômés de nos écoles professionnelles qui méritent d'être réinsérés. Et ça ne passe pas seulement par des séminaires de formation. Les jeunes ont besoin vraiment d'un accompagnement. Il y a une demande forte. C'est une des priorités du gouvernement de Dr Bernard Gomou, qui est pratiquement traduite par les instructions que nous avons reçues de la part de notre ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous comprendrez qu'il y a de l'espoir, que le gouvernement, sur le budget 2024, a tenu compte, et le CNT tiendra compte des préoccupations des jeunes qui continuent à attendre. Ce sont les micro-projets de subsistance des jeunes accompagnés dans les quartiers, des jeunes entrepreneurs qui prennent des initiatives, qui veulent créer de la richesse, qui veulent créer des emplois, qui constituent l'alternative la plus crédible. Autrement dit, lorsque vous voyez le processus de recrutement enclenché par le gouvernement, dès qu'il y a eu appel, en 2 semaines, vous voyez qu'il y a plus de 200 000 jeunes qui se sont inscrits dans la plateforme, malgré les difficultés qu'il y a à s'enregistrer sur la plateforme. Or, l'entrepreneuriat jeune devrait permettre à l'État guinéen, nous avons accompagné des jeunes handicapés, porteurs de handicap, qui ont commencé à rembourser et qui sont très mobilisés aujourd'hui, parce qu'hier, ils n'étaient pas impliqués, mais avec la refondation, chaque Guinéen compte
pour le président de la transition. C'est ce qui fait que nous avons initié ce programme Apprendre à entreprendre. Parce que nous accompagnons les jeunes, pas seulement diplômés, ceux diplômés, mais que vous soyez diplômés ou non, vivant en milieu urbain ou en milieu rural, vous nous intéressez. Il y a un autre programme qu'on appelle identification, accompagnement et accompagnement des jeunes. C'est une politique de l'arbre pour donner un arbre à chacun pour qu'il puisse partir de la base et monter de façon évolutive. Alors c'est pourquoi nous nous sommes inscrits sur un alignement micro-projet, parce que vous savez que quand vous avez toute cette jeunesse qui est dans le besoin, il va être important d'être très regardant pour être résilient, pour ne pas vraiment jeter l'argent de l'État par la fenêtre. Et c'est pourquoi pour l'année 2023, on s'est limité à des enveloppes modestes qui ne dépassent pas 30 millions par micro-projet. Merci Dienab Thiam pour cette interview. L'année 2023 a été celle qui a beaucoup plus ébranlé la gestion de la transition. Nombreux événements ont mis à nu les défaillances au sommet de l'État et la fragilité du régime militaire. Un test pour les autorités de la transition qui ont affronté de nombreux événements inattendus. Menace de renversement du régime, changement pas des moindres au sein de la Grande Muette, le caractère révolutionnaire du président lors de sa prise de parole à la tribune des Nations Unies aux États-Unis, ainsi que l'évasion spectaculaire à la maison d'arrêt de Conakry. 2023 aura été pour le CNRD l'année de toutes les épreuves. Mamadou Yaya Diallo et Ibrahim Alassane Kamara. L'année 2023 a été marquée par plusieurs événements qui ont polarisé l'attention de l'opinion nationale et internationale. C'est le cas de la sortie en avril 2023 du célèbre féticheur dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Mofasouri avait prédit la chute du CNRD dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya dans 18 ou 28 jours. Une sortie qui avait troublé le sommeil des dirigeants du CNRD, ce qui les avait amenés à restreindre les réseaux sociaux et procéder à un véritable chambardement au sein des forces de défense et de sécurité. Une des victimes de ces changements, c'est le limogeage spectaculaire du général Sadouba Coulibaly à la tête de l'état-major général des forces armées guinéennes. Ensuite, nommé ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, puis débarquer 24 heures après. L'année 2023, c'est aussi la prise de parole du colonel Mamadi Doumbouya à la 78e Assemblée générale des Nations Unies, le 21 septembre 2023. Le président Doumbouya s'était livré à un exercice de style efficace, s'insurgeant contre le modèle démocratique qu'il qualifie d'insidieusement et savamment imposé à l'Afrique. Du haut de la tribune, le chef de l'État n'avait pas manqué de mots pour dénoncer les règles établies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où les États africains n'existaient pas encore. Poursuivant, Mamadi Doumbouya avait lancé un appel à la communauté internationale à porter un regard neuf sur l'Afrique et entreprendre avec le continent une coopération franche dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Un discours très osé et historique pour les uns, chaotique et très dangereux contre la démocratie et l'état de droit pour les autres. Les événements du 4 novembre 2023 ont aussi marqué l'année 2023. Cette attaque de la maison centrale de Corentin par un commando lourdement armé a permis l'évasion de 4 détenus de haut rang, tous impliqués dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. Dont l'ancien chef d'État, le capitaine Moussa Dadis Camara. 3 des 4 évadés ont été tous ramenés dans leurs cellules respectives. Le colonel Claude Pivy, dont la tête a été mise à prix, reste toujours introuvable. Lors de son séjour aux États-Unis, le ministre de la Justice guinéenne avait fait une demande spéciale au procureur de la Cour pénale internationale pour la traque du lieutenant-colonel Pivy. Comme fait marquant, il y a aussi l'explosion du dépôt central d'hydrocarbures de Kaloum qui reste un véritable coup dur pour le pays.
Le développement des nations est aussi impacté par des catastrophes naturelles, notamment les incendies, les inondations et autres. La Guinée n'échappe pas à cette règle. Durant l'année 2023, ces catastrophes naturelles ont endeuillé beaucoup de familles, des dégâts matériels importants et parfois des pertes en vie humaine. Dans le Grand Conakry, des incendies ont consumé des concessions, boutiques et magasins, tous partis en fumée. Reportage Aïcha Kamara. Des inondations, des incendies et des effondrements ont frappé la capitale guinéenne. L'imprudence et l'insouciance dans les ménages ont occasionné des courts-circuits dont les conséquences ont été parfois dramatiques. Ainsi, dans la matinée du 19 au 20 avril 2023, un incendie s'est produit à Matoto Marché, où plus d'une trentaine de boutiques ont été consumées et de pertes en argent liquide estimées à environ 3 milliards de francs guinéens. À Imbaya, 4 personnes de la même famille trouvent la mort dans un autre incendie à la fin du mois d'août 2023. À Bessia Port 2, une fillette a aussi perdu la vie dans un incendie. Et puis à Matoto Khabitaya, dans la matinée du lundi 6 novembre 2023, l'incendie causé par un court-circuit a ravagé une maison et consumé tout son contenu. L'autre drame que les Conakrykas ont vécu cette année a été causé par les pluies diluviennes qui ont secoué la région. Les habitants de localités entières se sont réveillés les pieds dans l'eau. Des murs effondrés et parfois des maisons affaissées. Des pertes en vie humaine ont été enregistrées dans certains quartiers. C'est notamment le cas de Dr Maka Diallo, emporté par un torrent alors qu'il tentait de traverser un pont à Kaporo. On notera aussi cette image apocalyptique du lac de Somfonia où les eaux étaient sorties de leur lit, nouillant littéralement le pont qui enjambait le lac. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais la circulation y a été bloquée pendant plusieurs jours. D'autres scènes dramatiques ont été observées, notamment à Anta, où le feu a détruit une concession et tous ses contenus. Un incendie qui a coûté la vie à une fillette de 4 ans. Et puis, cet immeuble R+4 en construction qui a enseveli 5 ouvriers que les secours n'ont pas pu sauver. Des sinistres pour la plupart occasionnés par la mauvaise installation des canaux d'évacuation d'eau, des caniveaux à ciel ouvert jonchés de détritus et qui entraînent des inondations et des éboulements à Conakry pendant les périodes de grandes pluies. Des inondations sont aussi des conséquences des constructions anarchiques qui n'aménagent point les lits d'écoulement des eaux de pluie. Il y a aussi Koya, où les grandes pluies ont tout raclé sur leur passage. Des quartiers qui flottent dans les eaux comme des banals torchons. Depuis le début de l'hivernage à Conakry, le gouvernement a annoncé des mesures pour assurer la sécurité des citoyens afin de prévenir des inondations et autres catastrophes naturelles. Le curage des fossés, le nettoyage des caniveaux et l'assainissement régulier constituent des solutions pour freiner les inondations. En effet, les caniveaux non curés, les travaux de voirie mal exécutés et l'absence d'initiatives significatives pour assurer l'hygiène dans les quartiers défavorisés contribuent à l'aggravation des inondations qui ont déjà coûté la vie à de nombreuses personnes dans la capitale guinéenne. Toutefois, de nombreux habitants de Conakry dénoncent aujourd'hui l'inaction et le manque de vision du gouvernement dans le domaine vital des infrastructures et l'assainissement de la cité. Malgré une nette amélioration du taux de réussite aux différents examens nationaux, le système éducatif guinéen n'en reste pas moins l'un des grands corps malades de la République. De la vétusté des établissements d'enseignement au manque de table-banc, le système éducatif guinéen n'est pas en marge de défis à relever. Pas que la question de la formation des formateurs, le paiement des arriérés, le salaire des enseignants contractuels et leur intégration à la fonction publique ont marqué l'année. Bref, l'année scolaire 2022-2023 a été marquée par une série de crises. Mariam Bouibari.
Comparativement à l'échec de l'année dernière, les examens nationaux de cette année ont connu une nette amélioration. Le certificat d'études élémentaires est passé de 17% l'année dernière à 44%, le brevet d'études du premier cycle de 15 à 35% et le baccalauréat unique de 9% à 27%. Des résultats qui sont pourtant loin de franchir le cap des 50% d'admis, ce qui pour de nombreux observateurs démontre le bas niveau des élèves et la faiblesse du système éducatif guinéen. Pourtant, des efforts ont été consentis cette année par les autorités de la transition. La construction et la rénovation d'infrastructures scolaires ont été l'une des grandes réformes entreprises par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. L'école primaire Bari Diawadou en est une parfaite illustration. Construite en seulement 6 mois, cet établissement accueille de nos jours plus de 500 élèves. Mais à côté de cette prouesse remarquable, de nombreuses localités du pays manquent encore d'établissements scolaires adéquats qui répondent aux normes requises. De nombreuses écoles dans la capitale et à l'intérieur du pays se trouvent dans des conditions de dégradation très avancées. L'année 2023 a aussi été marquée par ce bras de fer entre les autorités et les enseignants contractuels qui réclamaient le paiement intégral de leur arriéré de salaire et leur intégration sans condition à la fonction publique. Le boycott des cours par ces enseignants dans certains établissements publics a finalement abouti le 27 octobre 2023 à la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les enseignants contractuels communaux statuant leur intégration à la fonction publique en janvier 2024. Mais si cette signature constitue une avancée dans la résolution définitive de cette crise, le recensement pose un tout autre problème. À date, les opérations d'identification dans les différentes villes du pays peinent encore à être achevées, ce qui pourrait remettre en doute l'engagement de ces enseignants contractuels communaux début 2024. Une situation capable de raviver les tensions entre les deux parties et occasionner une perturbation éventuelle des cours dans les établissements d'enseignement public après ces congés de Noël. En termes d'innovation, le MEPUA a lancé la plateforme digitale d'inscription des examens nationaux. Cette démarche du département vise à dématérialiser la gestion des examens en République de Guinée pour offrir un accès équitable à tous les enfants d'âge préscolaire. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation s'est également doté d'un document de politique nationale validé en octobre dernier. On note également la Semaine nationale du mérite scolaire Senamsco et la cérémonie de distinction des lauréats aux différents examens nationaux où les élèves les plus brillants du pays ont été récompensés et décorés. Les ambitions sont grandes, mais l'éducation guinéenne a encore du chemin à faire pour rattraper les nombreuses années de retard. Sport à présent, de la qualification du Sili national à la CAN 2023 au Sacre de la Guinée au tournoi IHF Trophy de la zone 2, en passant entre autres par l'élimination de nos représentants africains en Ligue des champions et Coupe CAF. Le sport guinéen a connu des hauts et des bas en 2023. Mais l'année 2023, c'est aussi la crise de la Fédération guinéenne de football, les bisbilles dans le monde du basketball guinéen, mais aussi nous retiendrons la victoire des U16 en finale face à l'Égypte qui a permis à la Guinée de décrocher son deuxième titre continental en basketball. Voici notre rétro de l'année proposé par Hassan Diallo. 2 ans après la signature de son contrat avec la Guinée, l'ancien international guinéen Kaba Diawara réussit à faire qualifier l'équipe nationale de football senior à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, mais sans convaincre tous les observateurs. Toujours en reconstruction, l'équipe du Sili national dans une poule infernale avec le Sénégal, champion en titre, le Cameroun, 4 fois champion d'Afrique, sans oublier l'équipe qui a éliminé la Guinée lors de la dernière CAN, la Gambie. Une situation d'autant plus compliquée avec la crise au sein de la Fédération guinéenne de football, mais aussi une liste qui divise les Guinéens. Kaba Diawara, le seul grand patron du Sili national, publie une liste sans 2 joueurs importants. Pourtant, le sélectionneur guinéen explique ses choix et dit choisir la discipline qu'est le talent. Mais est-ce que cela va suffire pour ramener la coupe à la maison ou plutôt sortir de cette poule relevée?
L'Oafia, champion de Guinée, qualifié en Ligue des Champions après 20 ans, 38 ans après son dernier titre de champion de Guinée remporté en 1985, le légendaire club Afia FC est sur le toit du championnat guinéen de Ligue 1. Le triple champion d'Afrique des clubs en titre a mis fin à l'hégémonie du Orea et ses 8 trophées d'affilée. Opposés à la flamme olympique lors de la 26e et dernière journée du championnat guinéen, les Verts et Blancs du Afia se sont imposés 3-1 pour valider leur titre avec 50 points. Avec un point d'avance sur l'Orea AC qui a battu sans conséquence 5-1 le FC Séquence de Dixine au stade du 28 septembre. Le club du président Kerfala Kamara KPC soulève le titre pour la 16e fois de son histoire. Il est cependant loin derrière l'Orea et ses 20 titres. Une campagne africaine qui a vu les deux clubs guinéens éliminés avant même les poules. Le Milo suivra le Afia et le Orea la même semaine, mais l'indice FIFA sera sauvé par Sora Academy qui parviendra à atteindre les poules. Des poules trop élevées, le sort qui sera dominé 2 fois risque l'élimination précoce. Alors que tout était parti pour la tenue du congrès électif et la Fédération guinéenne de football le samedi 25 novembre 2023, les bisbilles qui ont éclaté à la mise en place du CONOR ont finalement pu impacter la tenue du congrès. En effet, ce report fait suite à l'absence du nombre nécessaire pour la tenue de l'élection. Sur 60e membre devant siéger pour élire le nouveau bureau, seuls 24 étaient présents dans la salle. Un nombre insuffisant au regard des textes qui régissent l'instance du football guinéen. Le congrès a été finalement reporté pour le dimanche 26 novembre 2023. Par ailleurs, cette situation est due suite au retrait du G47 dans le processus à cause de l'invalidation de la liste conduite par le général à la retraite Mathurin Bangoura, ancien président de la Ligue guinéenne de football, juste 2 jours avant l'élection. La grosse question qui se pose désormais est celle de savoir si l'élection se tiendra le 6 janvier prochain ou pas comme annoncé par les organisateurs. En tout cas, selon les textes qui régissent le fonctionnement de cette instance de football guinéen, il n'y aura congrès que lorsque le quorum est atteint. La Guinée est l'une des 2 meilleures progressions dans le monde du basketball, quart de finaliste de l'Afro-Basket 2021, membre du top 12 des meilleures nations africaines ayant un club qualifié pour le Basketball Africa League Bowl 2022. L'année 2023 a été tout simplement magnifique pour le basketball guinéen. Auteur d'un parcours sans faute dont une double victoire face à l'Égypte, championne en titre en phase de groupe 83-78 et en finale 84-76, c'est logiquement que la Guinée décroche le sacre. Une victoire historique d'une bande de gamins qui a permis à la Guinée d'entrer dans l'histoire du basketball africain et guinéen, notamment Ibrahima Sori Touré, plus connu sous le pseudo de coach Mitra, est l'un des artisans de ce sacre. Durant ce tournoi, les gamins ont crevé l'écran, un s'est particulièrement distingué. Nour Gassim Touré, qui a failli ne pas prendre part à la compétition, a crevé l'abcès. Auteur de 27 points lors du premier match, quelques heures seulement après son arrivée à Monastir, en Tunisie, Gassim Touré a été auteur de prestations de haute volée durant le tournoi, au point d'être désigné MVP de la compétition. 2023 s'en va et va bientôt céder à 2024 avec ses tensions et ses efforts. Il y a ce que les hommes ont pu faire face aux événements qui les assaillaient. Ils ont parfois triomphé, mais ont souvent cédé face aux pressions de toute nature. C'est vrai que tout ne pouvait être rose. À l'épreuve de la transition, de nombreuses certitudes ont été ébranlées. Des hommes privés de leurs droits et d'autres arrachés à l'affection de leur famille. En bon croyant, nous dirons que c'est le destin. Il est temps donc pour chacun de méditer sur comment changer la donne et ouvrir la porte à d'autres horizons avec la ferme conviction de rectifier ou de corriger les erreurs. 2024 s'annonce décisive pour la Guinée. Nous frissonnons d'ailleurs en y pensant. Nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Le compte à rebours est déjà lancé.
Bonne année 2024, Fatoumata Kane. Bonne année 2024 à vous, Abdallah Camara, au peuple de Guinée que nous voulons unis et en sécurité, aux femmes et aux hommes qui œuvrent dans l'ombre pour le développement de ce pays. Cette année qui s'annonce est perçue comme un défi à l'ouvrir des grands événements qu'elle doit accueillir. Nous osons croire qu'elle sera synonyme de paix, de quiétude et de cohésion sociale, qu'elle saura faire taire les divergences et encaisser les espoirs. Nous rêvons d'une Guinée rayonnante et enrichissante, que cette année soit la fin des suspicions et du harcèlement de la presse, une année au cours de laquelle les professionnels de la presse sauront mesurer toute l'envergure de leurs responsabilités. Je finirai par cette assertion du journaliste et écrivain Yamoussa Sidibé, citation: le journaliste observe et rend compte, il apporte parfois une critique, mais tout en respectant les propos qu'il apporte. Le lecteur ou l'auditeur ne devrait pas souffrir de l'état d'âme du journaliste. Il n'est pas de beauté à pratiquer ce métier en ayant le couteau entre les dents. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéens. Bonne année à tous.